fluviel de l'encre du temps, présent, récent, pressant, expressément. L'axe chelsien, celui cultivé dans la spirale du son par le propositeur. Merci. Je m'attendais pas à recevoir un poème. Je vais juste prendre un petit moment pour dire quelques mots sur le projet puis le processus de création pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Donc, le projet Bac Encore, CORPS, est né d'un désir de croiser la danse et la musique, qui sont un peu les deux parts artistiques qui sont les plus importantes, qui sont devenues les plus importantes dans ma vie. J'ai été plongée dans la musique très très jeune, puis je suis entrée au Conservatoire de musique de Montréal à 13 ans. Et j'ai aussi, par chance et grand bonheur, découvert la danse à travers le mouvement authentique et les œuvres de la chorégraphe Sarah Delava. Puis, cette découverte de la danse, ça a été vraiment une prise de conscience majeure par rapport à l'importance de mon corps en mouvement, puis le plaisir que ça me procurait de bouger. Puis ça a été, cette prise de conscience a amené une deuxième prise de conscience par rapport à la rigueur, puis à une forme de rigidité de l'enseignement au conservatoire, qui n'est pas mauvaise parce que le niveau musical est rendu tellement élevé que ça prend une rigueur pour nous amener à pouvoir être une concurrence pour les autres. Mais je me suis fait énormément dire dans mes études au conservatoire, tu bouges trop, tu bouges mal, ça affecte ton son, ça affecte ta justesse. Puis j'ai réalisé à quel point cet impératif de perfection technique était comme la ligne guide au conservatoire. Et que oui, c'est nécessaire pour rencontrer ces hautes exigences, mais il y avait une part de moi qui avait aussi envie d'explorer une autre manière de partager la musique en sortant des codes classiques. Et c'est là que l'idée du projet Bac Encore est venue pour concrétiser ces questionnements-là. C'est un projet qui prend ancrage dans la deuxième partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, qui est une de mes œuvres favorites et qui allie avec brio une exigence technique impressionnante, mais en même temps une beauté absolument divine. Et pour ce projet, j'ai donc invité 4 chorégraphes d'horizons et de générations différentes. Mariko Tanabe, Eduardo Ruiz Vergara, Sarah Delava et Geneviève Ackerman, pour qu'ils viennent me proposer leur vision de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach et qu'à travers les explorations avec ces chorégraphes-là, je devienne danseuse et violoniste en même temps. Et que j'observe comment, si je danse en jouant du violon, comment est-ce que la musique se transforme, se déforme ou devient autre chose. Et Mariko est donc la première des 4 chorégraphes à venir me plonger dans le mouvement. Et c'est donc au final une œuvre qui peut-être, si on advienne que pourra, mais qui devrait se composer de ces 4 parties chorégraphiques, une à la suite de l'autre. Et je serai donc amenée à répéter 4 fois de suite la partita de Jean-Sébastien Bach, et ça vient aussi explorer cette notion d'épuisement ou de fatigue, puis qu'est-ce que cette couche-là amène aussi à l'œuvre musicale. Donc ce soir, je vous présente le résultat de nos recherches. On vous présente le résultat de nos recherches. C'est un résultat encore embryonnaire d'une recherche de 50 heures en studio. Et on a eu l'occasion de faire plusieurs explorations fascinantes, mais on peut juste vous en présenter un petit morceau ce soir. Et juste avant de commencer, je voudrais juste prendre le temps de remercier aussi tous les gens qui m'ont permis de faire ce projet-là, à commencer par Ilya Krobikov, qui est mon dramaturge pour ce projet et qui a été aussi un peu mon mentor, qui m'a aidé à rédiger la demande et à avoir donc un soutien du Conseil des arts du Canada. Et je tiens à remercier évidemment Mariko, qui a été, ça a été une rencontre fabuleuse. Rachel Harris, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a grandement contribué au début à jouer avec nous dans les explorations. Et Hannah Jane, qui est la surprise du soir, donc j'ai pas envie de vous en dire plus. Donc, je ne sais pas si Mariko a quelque chose à rajouter. Oui, un des questionnements que je voulais explorer avec cette
composition que je trouve très géniale et très inspirant. Qu'est-ce que deux femmes des générations différentes, des origines différentes, qui habitent tous nos deux sur le plateau, qui vont présenter sur le plateau Montréal, que j'adore beaucoup, nommé sur l'île de Montréal ou Chokjagi, le terrain non cédé des peuples Kanien'kehá:ka et Haudenosaunee Confederacy. J'aimerais bien honorer tous les gens qui étaient ici avant nous, ici avec nous, et aussi comment la musique peut avoir une origine dans une culture très spécifique et une étape très spécifique, surtout dans le genre de musique classique. Mais comment ça peut être vivante maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ici, maintenant. Et quel aspect aussi devient un peu en dehors des frontières du temps et de l'espace.
et Nicole. Unité réunie dans la poésie d'une substance unique. Votre être fusion aspire le souffle de la neige dans le blanc du dedans. La pureté inonde et je sens poindre là une aporie profonde. La corporéité de vos âmes fécondes s'élève de son chant. Geneviève et Nicole nous parlent doucement, dévoilant le mystère dans un brûlant débat, et leur bouillant sujet décuple, embrassant l'air, leur troublant bras Shiva. Ce sont les liens de chair dans l'arbre de clarté que le mouvement colle, Geneviève et Nicole. Ben voilà, Geneviève et moi, nous sommes toutes les deux spécialisées en analyse qualitative du mouvement et nos recherches actuelles portent sur ce que nous avons appelé l'observation-analyse du mouvement, d'où l'acronyme OAM dans le titre. Et c'est donc de cette perspective-là que nous allons aborder l'interaction, son mouvement. Et pour cela, nous appuyons sur notre projet de recherche actuel, qui est l'analyse du mouvement au service de la corporéité en art vivant, et notamment donc l'étape dédiée à l'étude de l'effet de la corporéité du chef de chœur sur la qualité musicale de l'interprétation. Cette étude a sollicité 6 chefs de chœur qui ont dirigé un même chœur, le Chœur de chambre du Québec, pour les mêmes 4 œuvres. Alors je vais vous présenter tout de suite notre équipe. On a donc une équipe OAM qui est constituée de Francine Alpin, qui est du département d'études théâtrales de l'UQAM, Audrey Rochette, qui est la maîtrise en danse de l'UQAM, et Citlali Jiménez, qui est diplômée de la maîtrise en danse de l'UQAM. Et l'analyse musicale donc, est réalisée par André Dagenet, qui est professeur en musique à Brandon University dans le Manitoba, et Robert Ingari, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke et qui est aussi le directeur artistique du Chœur de chambre du Québec, qui a donc participé généreusement à notre étude. Alors, notre hypothèse de recherche, c'est que la dynamique corporelle donc, du chef de chœur comporte un agencement très unique des composantes fonctionnelles et expressives du mouvement. Et nous inférons qu'au-delà de la technique de direction chorale, la corporité singulière de chaque chef va influencer l'interprétation musicale des choristes. Et donc notre projet de recherche va tenter de révéler cette singularité donc musico-gestuelle à partir de l'identification d'indices qui proviennent donc de notre cadre de l'OAM. Et qui sont, ce cadre est issu donc d'une recherche qu'on a faite en danse au préalable. Alors déjà, c'est peut-être une évidence, mais ça ne fait pas de mal de la rappeler, que l'activité du chef de chœur, c'est une activité de communication. Et là, j'aime bien m'appuyer sur la définition qu'en donne Jean-Marie Barbier, notamment que la communication, que c'est une mobilisation inédite de signes, signes qui soient verbaux ou gestuels, ou peu importe, dans une intention d'influence sur autrui. Donc, je trouve que ça répond bien à cette activité-là. Et en plus intéressant, c'est ce que dit Jean-Marie Barbier, c'est qu'en même temps, c'est une présentation de soi. Donc, voilà. Donc, c'est à partir de cette conception de l'activité du chef de chœur que nous partons. Et puis, aussi, c'est intéressant aussi de se rappeler, en tout cas que Desroches nous rappelle, que la communication de la place centrale du mouvement pour générer la musique. Il y a eu tout un ouvrage écrit par des musiciens sur quand la musique prend corps, de Lacasse, Desroches et Stevens de l'Université Laval, qui nous rappelle donc cette genèse, je veux dire, très importante. Et tout de suite,
Je laisse la place à Geneviève. Alors, moi, on va arriver dans le vif du sujet. Je vais vous présenter d'abord, on va vous présenter d'abord les vidéos des 2 chefs de chœur que nous avons ciblés, mais sans l'image. Donc, juste pour que vous puissiez entendre uniquement la musique sans être distrait par l'image. Mais ne vous inquiétez pas, on vous montrera la vidéo complète par la suite avec l'image aussi. L'idée, c'est de vraiment vous imprégner de la qualité sonore de chacune des 2 interprétations. Donc, Nicole l'a dit au début, on a étudié 6 chefs de chœur. On va vous en présenter 2 aujourd'hui. Notre étude n'est pas terminée, donc ce sont des résultats préliminaires. C'est pour ça qu'on n'arrivera pas à des grosses conclusions, mais déjà, vous allez pouvoir voir un petit peu dans quelle direction tout ça s'en va. L'œuvre que nous avons choisie, c'est une œuvre de la Renaissance, Fair Phyllis, I Saw Sitting Alone, qui est justement une œuvre un peu grivoise de la Renaissance par un compositeur qui s'appelle John Farmer. Et puis, c'est ça que vous allez entendre, d'abord par le chef que nous avons appelé chef A, et le deuxième sera le chef B. Hop, je sais pas, Tu manque un partages. branchement dans les fils. Ah, où est-ce qu'il est ce branchement? Bon, pendant que Nicolas branche, je peux vous dire que l'étude s'est faite, on avait le chœur de chambre de Québec qui était là, et dans la même journée, non, sur une fin de semaine, on a eu 3 chefs à chaque journée qui sont venus diriger exactement les mêmes choristes, les mêmes œuvres, dans le même ordre, avec le même protocole, une demi-heure de répétition. Ensuite, ils enchaînaient les 4 œuvres que nous avions choisies comme un concert. Donc, vraiment, on essaie de limiter les différences dans les conditions de performance pour vraiment être le plus objectif possible. C'est sûr qu'il y en a qui sont passés au début, d'autres à la fin. On ne pouvait pas éliminer ça. Et puis, les chefs avaient le droit d'annoter les partitions au préalable, au besoin. Mais pour que justement la demi-heure de répétition, qui n'est pas beaucoup, une demi-heure pour 4 œuvres, allait vraiment servir à établir une communication corporelle finalement avec les choristes. Là, j'ai meublé le temps. C'est bon? Oui, c'est bon. Juste que ça prend. Ah, j'avais bien calé, puis c'est... Alors, on va écouter chef A. J'arrive pas. Excusez-moi, j'essaie de voir pour le son. Il y a un problème. Ça va? Vous entendiez assez? Ok, bon, pardon. Je recommence. Je suis désolée. Oh, j'ai l'impression qu'on n'entendait rien. Là-bas, je pense qu'on entend mieux. Je peux aller voir. C'est bon. Donc, on a essayé de grouper finalement les éléments de la qualité sonore en 3 catégories. La sonorité du chœur, l'aspect rythmique et l'aspect dynamique. Et puis cette analyse-là, elle a été faite par notre équipe musicale. Donc nous, on s'est occupé de l'analyse corporelle, puis on a laissé l'équipe musicale s'occuper de l'analyse sonore pour pas qu'il y ait d'interférence entre les 2 analyses. Et eux, ce qu'ils ont perçu de cette interprétation, c'est un son clair, mais qui est un peu en surface.
qui comprenait la sonorité du cœur avait peu d'harmoniques. Les voyelles semblaient plus horizontales que verticales. En technique vocale, on peut ouvrir la bouche plus verticalement ou plus horizontalement, et que les voix de femmes semblaient plus présentes que les voix d'hommes dans le chœur mixte. Ça, c'est pour la sonorité. Au niveau du rythme, la pulsation était solide, mais parfois au détriment du phrasé musical. Et puis le synchronisme n'était pas toujours constant. Au niveau dynamique, les contrastes étaient modérés. Voilà pour le chef A. Maintenant, je vous invite à écouter le chef B. Alors, voilà l'analyse de notre équipe musicale, que le son a été qualifié de chaleureux et de rond. Les voix étaient tantôt ouvertes, tantôt un peu moins. La prononciation assez dynamique, les consonnes bien présentes, parfois au détriment des voyelles. L'homogénéité était meilleure dans les voix d'hommes que des voix de femmes. Et voilà pour la sonorité. Pour le rythme, le synchronisme rythmique a été jugé bon. On avait l'impression que le dynamisme rythmique était au service du texte de la chanson. Les départs de phrases étaient précis, mais moins les fins. Et puis, au niveau dynamique, beaucoup de contrastes. Donc, maintenant, je vais vous présenter notre cadre d'observation à travers lequel on va observer la corporéité des chefs. Puis après ça, on pourra visionner les vidéos complètes. Vous verrez le son et le corps en même temps. Donc, l'OAM, c'est l'intersection de trois sphères qui sont des fonctions essentielles à l'individu, je dirais même des fonctions vitales, aussi vitales que nos fonctions respiratoires ou digestives. Donc, la fonction phorique, qui est la façon dont on est porté, dont on se porte soi-même. La fonction haptique, l'espace, donc notre relation sensorielle, comment on prend les informations avec le regard, avec le corps dans l'espace. Donc, c'est des boucles de rétroaction de l'individu avec son environnement. Et la fonction dynamique ou fonction expressive je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais ce qui est super intéressant dans l'OAM, c'est les zones d'intersection. Parce que c'est dans les zones d'intersection des sphères que vont se mobiliser, que le corps, que le mouvement va mobiliser. Donc, on voit qu'entre la fonction phorique, le fond tonico-postural et l'aspect dynamique, l'aspect expressif, il y a la zone de l'intention. Donc, comment l'intention du mouvement va venir colorer et préparer la manifestation dynamique, finalement. On voit qu'entre la zone de l'espace et la sphère de la dynamique, il y a l'engagement. Parce que l'espace, c'est un espace, ce n'est pas une zone abstraite. L'espace existe parce qu'on bouge. On crée l'espace en bougeant. Donc, cet espace-là est dynamique et il est beaucoup influencé par notre rapport à la gravité, puisque la gravité, elle nous influence tout le temps. Donc, dans la zone de l'engagement, c'est l'endroit où on peut voir comment l'individu va s'engager dynamiquement en mobilisant son rapport gravitaire.
Et ça change d'une personne à l'autre. Et finalement, entre le fond et l'espace, il y a la coordination. Donc, comment notre fond tonico-postural s'organise à travers des schèmes de développement moteur, à travers l'utilisation du regard, à travers une façon d'initier son mouvement pour justement rentrer dans l'espace, agir dans l'espace. Et au centre de l'OAM, le plus important, c'est l'intégration des éléments fonctionnels et expressifs, parce que le point de départ de la recherche, c'était d'essayer de montrer d'une façon plus explicite que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, fonction et expression, c'est la même chose. Souvent, je sais quand, par exemple, je vais enseigner la danse à des débutants, ils vont toujours avoir l'impression que l'interprétation, c'est une petite couche de vernis qu'on rajoute à la fin. Non, non, non. L'interprétation, le mouvement, ça naît ensemble, c'est la même chose. C'est fonction et expression. Et dans le cadre de l'OAM, on a repris un élément vraiment très directement du système LMA, de Laban Movement Analysis, qui sont les phrasés dynamiques. Donc, ces fameuses dynamiques, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais s'organisent dans le temps, un peu comme en musique. Et les phrasés dynamiques sont peut-être l'élément de l'OAM qui se rapproche le plus de l'écriture musicale, puisqu'on va reconnaître ici que le continu pourrait s'apparenter peut-être au legato, intensité croissante au crescendo, intensité décroissante décrescendo, mouvement impactif-impulsif, ça c'est un peu plus spécifique au mouvement, avec l'accent, si l'accent du mouvement est plus au début ou à la fin. On a des phrasés rebonds, des phrasés accentués qui s'apparentent à différentes sortes de staccato, plus légers, plus fermes. Et finalement, ça c'est encore moi. J'y étais plus. 13, oui. Donc, nos trois catégories musicales qu'on a vues tantôt, qui étaient la sonorité, le rythme et la dynamique, on je trouve plus mes mots, en tout cas, on va vous exempter de l'analyse toute détaillée de ce qu'on a fait, mais faites-nous confiance, on a regardé tous les paramètres observables et finalement, on a trouvé que la sonorité s'exprimait beaucoup on voyait beaucoup d'observables du fond tonico-postural en lien avec la sonorité de la chorale. Les autres paramètres aussi étaient importants, mais le fond est ressorti beaucoup. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, dans sonorité, la catégorie dynamique est absente. Elle a moins d'impact sur la sonorité. Par exemple, la catégorie rythme, on a remarqué que l'intention était super importante dans la catégorie rythme et que toutes les autres catégories étaient aussi présentes. Dans la catégorie dynamique, bien sûr, on va retrouver les observables de la dynamique. On voit que fond, intention et espace sont mobilisés, mais peut-être un peu moins d'engagement. C'est ce qu'on a vu en observant ces deux chefs dans cette œuvre. Donc, c'est vraiment des résultats préliminaires. Alors maintenant, on va pouvoir voir les chefs en action dans leur interprétation. Donc voilà, maintenant je vous montre la vidéo du chef A. Je vais y aller tout de suite quand il commence. Feeding a flock near to the mountainside. Feeding a flock near to the mountainside. The shepherd had known that where she was gone, not where she was gone. After her love, but after her love, they just found up and down, 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 he Donc, en recherchant la cohérence interne entre les observables et de différentes sphères, on arrive donc à une construction de sens, et c'est vraiment notre but, qui éclaire donc les stratégies
à la fois perceptivo-motrices et expressives de chaque chef, qui permettent donc la manifestation d'une approche personnelle de la direction chorale, se reflétant donc dans la qualité sonore musicale. Donc ça, c'est pour vous rappeler ce qu'on cherche. Alors, ce qu'on a vu, c'est le chef A. C'est que la précision de sa conduite provient essentiellement de la qualité gestuelle. Quand on dit gestuelle, on parle vraiment de mouvements des membres indépendants du corps central. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre dans notre perspective. Donc voilà, surtout gestuelle. On voit que la modulation tonique sont pas très amples, donc il y en a peu. Elles sont de faible amplitude, on va dire, qui restent toujours dans une tonicité à peu près égale. Mais que son tonus de base, on a marqué tonus élevé, est assez élevé. Quand on parle de tonus de base, c'est-à-dire vraiment son tonus postural, toute sa musculature profonde est quand même dans un tonus assez élevé, de manière constante. Donc ça, c'est ce qui caractérise A. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que toutes ces initiations de gestes sont distales, donc c'est-à-dire c'est ses extrémités qui initient ces gestes, et qui se servent même de ses appuis, de ses bras, comme des appuis. Ses bras sont comme un peu des appuis dans l'espace. Et puis, si j'explique aussi le terrain fonctionnel, ça sera fait. Le terrain fonctionnel, c'est ce qu'on définit par la stratégie perceptivo-motrice préférée pour se relier à la gravité, pour réagir à la gravité. Et l'hypothèse qu'on fait sur le chef A, c'est que lui, sa stratégie est plutôt spatiale, est plutôt visuelle et spatiale. Et donc, il n'est pas tant en référence au sol. Donc son ancrage n'est pas si présent que ça, son ancrage de ses pieds. Par contre, il va beaucoup être en référence à l'espace. Si je regarde au niveau, son côté gestuel, ça va se répercuter dans le rythme. Et puis on voit aussi que son regard, quand il a un regard précis, il est plutôt fovéal, donc focusé, et non pas un regard large périphérique, c'est plutôt un regard qui va précis sur quelque chose de précis. C'est ce qu'on appelle force externe, donc dans les qualités dynamiques, c'est encore son rapport à la gravité. C'est-à-dire que comment il ne va pas se laisser s'abandonner à la gravité, il va toujours être en résistance. Voilà. Donc il n'y a aucun abandon. Je ne sais pas si vous avez vu dans sa gestuelle, il ne s'abandonne pas du tout à la gravité, il est toujours tenu. C'est quelqu'un qui va être toujours tenu dans toute sa gestuelle, avec des tracés assez linéaires dans l'espace. Donc ça va servir au niveau du rythme, avec donc cette précision spatiale. Et donc parfois un regard qui est pas là, qui est dissocié de son geste. Et ça, c'est peut-être l'activité aussi qui veut ça avec la partition. Donc on ne va pas trop aller là-dedans pour l'instant. Au niveau dynamique, ce qui peut être important de voir, c'est qu'effectivement, quand on parle de flux postural, on parle de respiration. Donc sa respiration n'est pas très visible. On voit qu'il est, en tout cas à l'œil, comme ça dans l'observation, on ne la voit pas beaucoup. Comme on l'a déjà dit, il a peu de modulation tonique, donc peu de variation de tonus. Et son expression dynamique va surtout se faire par rapport à l'espace. C'est-à-dire que c'est tracé par les extrémités, c'est tracé dans l'espace, mais pas tellement d'autres composantes de la dynamique. Et puis sa kinésphère, donc l'espace qu'il prend de tout son volume autour de lui, vous avez pu voir que c'est assez une petite kinésphère, puis qui reste toujours stable. Si je pointe ça maintenant, vous allez voir que c'est un petit peu différent pour le chef B. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait pointer, Geneviève? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, et vous allez voir, beaucoup d'observables deviennent beaucoup plus clairs quand on utilise le mode comparatif. Parce qu'on peut voir, donc on va maintenant tout de suite regarder le chef B, la chef B, et puis qui est très différente. Feeling afloat near to the mountainside. Feeling afloat near to the mountainside. The shepherd knew not where she was gone. Whither she was gone. But after her love, made a spy.
Bon, alors s'il y avait des concepts pas clairs, ils se sont peut-être éclairés. Donc, on a une chef qui a beaucoup de flux postural. La respiration est très visible et puis il y a beaucoup de mouvements dans le corps central. Autre chose, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais on parlait du terrain fonctionnel. Le terrain fonctionnel du chef B, il est ascendant. Donc, on est vraiment, elle prend ses informations par les pieds, par sa proprioception, ce qui fait qu'on remarque beaucoup plus son ancrage dans le sol. Autre chose, peut-être, là, j'y vais dans ce qui saute un peu aux yeux. Donc, c'est cette espèce d'implication de la ceinture scapulaire dans la direction. Puis on pourrait dire que autant le chef A dirigeait avec ses gestes, autant le chef B dirige avec sa posture, même si elle fait aussi des gestes. On a vu comment beaucoup d'informations passaient par le corps central. Donc, on va aller dans l'ordre. Au niveau de la sonorité, on a le flux postural très visible et chez le chef B, il est tridimensionnel. Elle utilise son flux postural pour se mouvoir dans les 3 dimensions de l'espace. J'ai parlé du terrain ascendant. Quand on met le chiffre 3, ça veut dire très clair. Au niveau posture, geste intégré. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va faire un geste, il va être accompagné d'un changement postural. Ça va aller ensemble. Les deux vont ensemble, ne sont pas séparés, dissociés. On a aussi, c'était assez clair dans la vidéo qu'on a vue, les modulations toniques. On passe de moments très toniques à un moment où tout d'un coup ça baisse, donc les modulations toniques sont de plus grande amplitude qu'avec le premier chef, parfois même abruptes. On parle d'une dynamique verticale bidirectionnelle quand on sent que la relation avec la gravité, elle est autant de bas en haut que de haut en bas. On parle à ce moment-là d'un engagement, d'une dynamique verticale qui est bipolaire. Le premier chef, on avait observé que c'était unipolaire. Donc, connexion au sol. Son appui de cette chef, ce n'est pas dans ses bras, mais vraiment dans son bassin. Donc, l'appui au niveau de la coordination n'est pas au même endroit. Au niveau du rythme, justement, l'engagement postural, les 3 dimensions du flux et son regard, qui, contrairement qui est très, au lieu d'être fovéal, il est plutôt relationnel. On a l'impression que quand elle regarde quelqu'un. Elle ne fait pas juste regarder un lieu précis. Au niveau du rythme, dans ses phrasés, elle a beaucoup de phrasés dynamiques, très contrastées, et on a l'impression qu'elle va mobiliser beaucoup la relation au temps, les accélérer, décélérer, tandis que le premier chef, il utilisait plus l'espace que le temps. On parle d'une dynamique centripète quand les mouvements, dans l'engagement dynamique, ont tendance à ramener l'énergie vers soi, plutôt que de l'éparpiller dans l'espace. Peu d'attention à l'espace, d'une certaine façon. Et les phrasés sont chevauchés. Ça veut dire que quand le mouvement n'est pas terminé qu'un autre commence. Donc, il y a une sorte de chevauchement des mouvements. Et dans son cas, on a l'impression que le regard était plus souvent associé au geste, malgré la partition. Et pour finir avec les dynamiques, j'ai pas mal, dans le fond, tout ce qu'on a dit affecte aussi la dynamique, mais on pourrait rajouter que la kinésphère variait entre grande et petite. Il y avait beaucoup de variations de la grandeur de la kinésphère et elle était mobile. Donc, la base de support n'était pas toujours comme au même endroit. Elle se permettait, c'est humble, là, on parle d'une direction chorale, mais quand même, on peut voir une certaine mobilité. Autre chose à peut-être souligner dans les dynamiques, c'est que contrairement au premier chef, on a l'impression qu'elle s'abandonnait plus aux forces externes. Donc, qu'il y avait un lâcher-prise plus souvent que dans le premier exemple. Alors, pour terminer, on vous partage un petit peu des réflexions qui nous inspirantes. Hein, ce qu'on a essayé de vous montrer à travers notre exemple, c'est que la communication musicale engage toute notre matière corporelle dans le temps, l'espace, l'énergie, et exprime l'organisation particulière donc de chaque personne dans sa corporéité. Donc là, c'est Laurence Loup, qui est une théoricienne de la danse, qui fait ce lien entre les 4 facteurs de Laban et les clés au sens musical de cette circulation, justement, de l'énergie, du temps, de l'espace, du rythme, dynamique, tout ça. Ensuite, c'est Godard qui fait aussi une analogie
avec le pré-mouvement, comment on se prépare et comment tout se joue déjà dans ce pré-mouvement et qu'il compare à l'anacrouse, donc comme l'anacrouse visuelle, l'anacrouse gestuelle, ben, ça paraît évident aussi, mais ce qui est intéressant dans ce que dit Godard, c'est que dans ce pré-mouvement, ben, tout se joue, toute la charge poétique est déjà là pour qu'elle s'exprime. Donc toute la couleur de l'action qui va suivre, et je pense, c'est ce qu'on pouvait assez voir dans Chef B, comme quoi toute cette intention de la couleur qu'elle voulait mettre dans sa musique, on a l'impression qu'on l'apercevait déjà dans son pré-mouvement. Et puis évidemment la respiration. Donc là c'est une citation de Mary Wigman, célèbre chorégraphe américaine. Allemande, oh là là, j'étais partie sur Graham, moi. Allemande, l'expressionnisme allemand. Oh, pardon, excusez-moi. J'étais partie sur Graham, moi. Wigman, attendez, excusez-moi. Je suis revenue. Allemande, voilà. Voilà, qui, pareil, part de la respiration, qui va moduler toute la couleur rythmique et mélodique. Donc, toutes des analogies que font ces artistes de la danse avec la musique ou avec des qualités musicales. Qu'effectivement, toute la respiration qui est tellement importante pour amener la détente, mais aussi pour moduler tout le freiner, accélérer le rythme, etc. On va parler un petit peu du phrasé, qui nous apparaît vraiment un concept, mais qui est, je pense, un concept transversal à tous les arts vivants. Donc encore, Laurence Loup, qui parle de l'organisation du phrasé, qui est bien plus que juste organiser les mouvements dans le temps. Pour elle, elle voit qu'il y a une élasticité dans cette temporalité-là et que c'est ça qui va donner la charge poétique au mouvement et qui va participer aussi à la signature, finalement, de chaque chef. Elle parle de relâchement, de suspension, de palier d'attente, d'accélération, de ralentissement, donc tout ça qui contribue à une phrase qui devient une forme de signature personnelle, finalement. Donc on le prend, le phrasé, dans le cas des chefs de chœur, au sens très large et pas juste au sens de comment chaque chef va mener sa phrase musicale, bien qu'on pourrait aussi parler de ça. D'ailleurs, dans les deux chefs qu'on vient de voir, on pourrait déjà dire qu'au niveau du phrasé, le premier chef avait tendance à phraser plus avec la mesure, tandis que le deuxième phrasait plus avec le texte. Donc déjà, on voit des différences dans l'approche du phrasé. Et puis pour terminer, la meilleure, l'OAM, je tiens vraiment à le rappeler, l'analyse du mouvement, l'observation-analyse du mouvement, n'est pas là en train d'essayer de dévoiler une réalité immanente qui serait là puis qu'on découvre. C'est une activité créative, on construit du sens avec des observables. Donc, l'analyse OAM d'un mouvement, c'est une construction en soi, mais c'est pour ça qu'on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la cohérence interne entre les différents observables du mouvement. Et puis, on distille toute cette information pour arriver à ce qu'on appelle une construction de sens qui s'apparente à une forme de conclusion. On vous en a glissé quelques brides, mais éventuellement, il va falloir attendre d'avoir fait tous nos 6 chefs et puis les 4 œuvres pour pouvoir s'avancer un peu plus vers une conclusion et construire encore plus de sens avec nos observables. Et puis voilà, ben, la citation de Jules Perrin qui résume pour nous tellement bien notre activité en fait, qu'il n'y a pas de sens immanent à trouver, mais un sens à construire et à assumer. Surtout. Voilà, je vous remercie. Merci. Les mots s'entrechoquent, entoinant leurs échos. Et là, Antoine, tu vas reconnaître tes mots, sagesse, paysage, sensation, durée, sens, texture, toucher, espace, corps, concentré, diffus, mouvement, déplacement, matière imaginaire, son.
jamais mis ça. Bon, super. Alors voilà, ben, ce que vous avez vu, en fait, c'est une improvisation sans structure, sinon un motif de base qui avait été fait dans le cadre de ma maîtrise, dans le fond. C'était la matière même de mon mémoire, mémoire création. Alors, mon intérêt en tant qu'artiste, en fait, c'est les associations possibles, en fait, entre le corps en mouvement et le son pour nourrir un imaginaire ou un univers qui traite la perception dans une perspective globale. Ça veut dire que je ne m'intéresse pas seulement au son, ni seulement au corps, mais vraiment à l'association des deux. Fait qu'on ne peut pas éteindre un pour comprendre, ou en tout cas apprécier, on va dire, ce que je cherche à proposer. Puis par rapport à ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, il y a tout l'aspect qui est relié au son, mais surtout l'aspect relié au temps, en fait, ce que j'appelle une manière de qualifier les durées, en fait, comment lui donner de l'épaisseur. Puis dans cette perspective-là, ben, je pense que c'est important de clarifier ma position par rapport au son, en fait, parce que je n'utilise pas le corps, ou plutôt la corporéité, pour subir, en fait, le mouvement du son, mais en fait plutôt pour travailler avec lui, parfois de concert, parfois de manière indépendante, pour essayer de générer des effets distincts, ou en tout cas épaissir justement la durée des choses. Ouais, donc c'est pas le but, c'est pas de créer une représentation mimétique de la matière son, mais plutôt le corps, moi-même, si c'est moi qui interprète, devient la résonance du son. Tout ce sur quoi je travaille, en fait, je pense que ça se définit bien dans ce que Schaeffer a écrit ici. L'attention du spectateur se trouve branchée sur l'expérience attentionnelle d'une autre perception du monde, celui de l'artiste qui présente, plus ou moins fortement subjectivée, à travers laquelle est revisitée une certaine réalité. Dans le cas présent, en fait, c'était beaucoup le mouvement, parfois le son, auquel je m'attachais, en fait. Évidemment, on va parler de Michel Bernard et de toute sa conception de la corporéité, mais plus précisément de l'orchésalité. Mais avant, je pense que c'est important, justement, de le citer ici avec cette superbe citation que je pense que j'utilise dans tous mes travaux. Toutes nos sensations ne se contentent pas de s'entre-répondre ou de résonner les unes sur les autres, mais elles tissent entre elles une texture corporelle fictive, mobile, instable, qui avait été double notre corporéité apparente, à l'instar de l'acte d'énonciation linguistique. Alors c'est ça, tout le travail des sens, toutes les sensations, en fait, que moi, en tant qu'acteur, en fait, je m'abreuve, dans le fond. Tout ça crée une espèce de texture, une robe, on va dire, qui m'enveloppe et qui me propose de nouveaux choix, en fait. Je ne suis plus dans les choix que j'aurais proposés d'office, mais plutôt ceux qui sont générés par cette nouvelle corporéité, cette deuxième corporéité qui vient de l'instant, en fait, de l'expérience. D'où la première citation sur l'attention. Voilà, je vous présente l'orchésalité de Michel Bernard, en fait, avec ses différents facteurs de diversification du sentir. Parce que, en fait, je et vous n'êtes pas juste des corps en action, mais en fait, on se projette toujours dans un monde qu'on prétend réel, en fait, qui est prétendu. Alors, on arrive avec tout notre vécu, tout notre bagage, nos connaissances, puis on vient sélectionner, en fait, des portes d'entrée à la sensation, parce que même si on est bombardé en permanence, on sélectionne une certaine partie de ces informations-là. Puis, l'orchésalité est une des tonalités de la corporéité que Michel Bernard a développée. L'orchésalité, pour lui, c'est vraiment le pendant de la danse, de ce qu'est la musicalité pour la musique. Alors, tous ces facteurs-là nous permettent, je pense que l'OM reprend tout ça et le met dans un cadre d'analyse, mais pour Michel Bernard, c'était de vraiment
montrer tous les facteurs en fait, qui permettent de diversifier ce sentir-là, qui influencent notre rapport au temps, donc notre temporalité qu'on cherche à générer ou qu'on apprécie. Alors, parmi ces facteurs-là, on a deux catégories principales, en fait, qui est la musicalité intrinsèque. Alors, ce que nous, on ressent par rapport à nous, ce que moi j'utilise, ce que j'utilisais plutôt dans l'improvisation, et la musicalité extrinsèque ou relationnelle qu'on appelle, qui est plus de l'ordre de la relation, fait quand on interagit, soit avec des objets, soit avec l'autre, soit avec l'espace. Mais dans mon cas, c'était la musicalité interne, intrinsèque plutôt, avec 3 catégories de facteurs. Les premiers qui sont plus de l'ordre du mouvement. En fait, on a les facteurs topologiques, posturales, les attitudes, les gestes, les déplacements, expressivité faciale, vocale. Tout ça va transformer, en fait, va qualifier plutôt la durée dans laquelle on s'investit dans le mouvement. Comme deuxième catégorie de facteurs, on a ce qu'on appelle plutôt des degrés, en fait. Fait que au lieu d'être quelque chose, ben, c'est comme un gradient, un volume, en fait, qu'on cherche à amener à un certain degré. Alors, il y a le degré d'intensité, qui sont comparables à ceux de la musique, je dirais. Degré d'intensité, vitesse, fréquence, continuité, hein, quand on sent que qu'on met quelque chose plutôt que le séparer, le discontinuer. Les amplitudes, direction, durée. Et la troisième catégorie qui est en fait plutôt une combinaison des facteurs précédents, mais qui permettent comme une gestalt en fait de tout regrouper dans un couple. Alors on a le couple appui-élan, qui se base un peu sur anacrouse, crouse, métacrouse. Le couple inspiration-expiration, qui est plutôt lié au souffle. Expansion-concentration par rapport à l'espace. Couple accélération-ralentissement, qui est peut-être plus lié au temps. Alors tout ça, c'est des outils, des stratégies plutôt qu'on peut servir pour diversifier le sentir, parce que même si on ouvre des canaux, on ouvre souvent les mêmes, alors ça permet un peu de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi ces canaux-là qui existent dans cette projection que je fais de moi-même. » Alors, dans le cadre de ma maîtrise, en fait, je suis arrivé à des résultats, puis j'ai essayé d'imager ça avec un certain schéma. Alors, c'est le schéma avec lequel j'ai terminé. Il n'est pas parfait, mais il reflétait assez bien ma pensée à ce moment-là. Toutes les parties qui sont au jeu, en fait, c'est des actions, en fait, c'est des activités dans lesquelles je m'engageais au fur et à mesure que j'avançais dans cette démarche-là. Le jeu, évidemment, c'est moi, mais c'est aussi le sujet, unique et multiple à la fois, parce que je conçois le sujet un peu comme son attention, en fait. C'est l'attention que le sujet porte. Fait qu'alors, même si je suis moi, je peux être moi, mais de différentes façons. Alors, cette multiplicité-là de « je » s'inscrit dans chacune des activités. On verra pas tout, mais je vais m'attarder à justement ces différentes activités-là pour partager un peu mes résultats, puis peut-être en discuter après. Alors, le premier qui est un « je suis, je peux ». En fait, le « je suis » du « je suis, je peux ». Et c'est comme un peu une prise de position, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le choix de porter mon attention à un endroit spécifique. Parce que quand je dis prise de position, c'est comme je porte mon attention à un endroit, ben, j'anticipe déjà. Alors, je suis dans l'attente de quelque chose autour d'un espace que j'ai déjà déterminé. On pourrait appeler ça le pré-mouvement, si on voulait. Je n'arrive pas à compter la vitesse que ça va, mais je déplace mon attention à un endroit précis dans l'espace et j'ai la sensation que j'arrive à mieux comprendre où je suis. Ça me donne un ancrage, ça me calme, le roulement devient plus régulier. Ça, c'était des notes dans mes carnets de réflexion, en fait. C'est ça. Ça, c'est ce qui, pour moi, me permettait de définir un peu la base de tout. À partir de ce je suis, en fait, il y a un je peux qui s'en détache, en fait, qui est des potentiels. Puis justement, c'est des potentiels, mais dans une prise de conscience, en fait, des relations qui se tissent, les repères sensibles
que je vois apparaître ou les possibilités, en fait, que ces repères me donnent, ou plutôt, même au-delà de possibilités, c'est une liberté, en fait, parce que je peux me détacher et revenir, parce que je sais où je suis, ou plutôt j'ai confiance à ce que je vais retrouver une certaine ligne à un certain moment. Et à ce moment-là, il y a certains rapports, en fait, qui se sont vraiment dessinés chez moi. C'est des préférences au niveau de où est-ce que je pouvais commencer à déceler certains repères et certains possibles. En premier, il y avait le rapport au son. On a des extraits de mes entretiens, en fait, qui m'ont permis d'aborder ces rapports-là. Pour moi, le rapport au son, ben, il y a le plaisir avec le son, de comment je suis organisé pour la suite. Ça libère un effet avec lequel je peux jouer, hein, la résonance dont je parlais au départ. Je ne mime pas forcément le son, mais comme le son me produit un effet, il me déplace à un certain endroit. Mon attention se déplace ailleurs, donc ça m'ouvre une nouvelle situation dans l'espace, une nouvelle disposition. Ensuite vient le rapport à la gravité et à l'équilibre. Évidemment, ça répond un peu. On commence à voir déjà qu'il y a des relations, des associations qui peuvent se tisser. Il y a 2 points précis, le début et la fin. Je suis motivé par ces 2 points-là. Il y a un faible et un fort. C'est vraiment précis dans l'espace où ça tombe. Ce n'est pas moi qui marque le pied, c'est plutôt la manière qu'il tombe. Fait que c'est plus de jouer, chercher à étirer la slide, j'essaie de voir comment ça tombe. Puis à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Ça tombe juste. Pour moi, en analysant justement cette partie-là, il y avait beaucoup l'aspect de justement un certain retour à l'équilibre, des repères d'équilibre. Justement, quand je sais que je suis déséquilibré à tel degré, bien, là, j'ai retrouvé ma traque. Puis on verra justement qu'avec toutes ces associations, au fil, commence à se dessiner un certain tracé, en fait, de cette combinaison de facteurs, de rapports-là, dont l'équilibre, la gravité, le poids, qui se déplacent dans un certain tracé, puis ça vient définir quelque chose pour moi. Rapport à l'espace, justement, trajet qui se forme par la succession de repères sensibles. Pour moi, il y avait beaucoup les jeux d'amplitude, d'initiation, finalité du geste. Dans le cas présent, il y avait aussi les postures. Je pense que je suis allé plus bas aussi, je suis allé plus haut. Fait que tous ces rapports à l'espace-là. Rapport au temps, qui est un rapport à la pulsation, au cliquetis de la langue. Là, souvent, je fais comme une espèce de lapin. Là. C'est pas toujours volontaire, mais... alors, une fois que j'ai traversé ce « je suis, je peux », en fait, que j'ai compris, j'ai eu conscience de ces relations-là, bien là, je peux commencer à faire. Hein? Je rentre dans le faire, l'activité de faire. Puis là, à ce moment-là, bien, je me mets dans le temps. Parce que comme je disais tout à l'heure, hein, même si je peux imaginer le mouvement que je fais, et imaginer, c'est déjà le faire, mais tant que je ne l'ai pas essayé, je n'accède pas à la sensation. Alors, il manque quelque chose pour vraiment clarifier le mouvement. Et quand je dis clarifier le mouvement, ce n'est pas l'ensemble du mouvement. C'est juste de placer ce que j'appelle des repères stratégiques pour me situer dans l'ivresse du mouvement, en fait, parce qu'à un moment donné, tu perds le fil de tout, mais au moins, ces repères-là sont clairs. La pulsation m'indique quand je dois replacer mes claps. Il y a 3 repères pour moi à placer, tu vois. La deuxième clap est moins forte, et ces 3 claps-là que j'essaie de garder. C'est ça que je me chante dans la tête. Puis en fonction du contexte et de mes expériences, en fait, parce que je vais l'avoir pratiqué, je vais l'avoir fait dans différentes situations, avec un stress, pas de stress, en performance, pas performance, bien, il y a des tracés, là, je marque un, mais en fait, il y a plusieurs tracés qui se dessinent, puis ça devient un vécu. Puis justement, je vais ici. Ouais. Puis à force de vivre ces tracés-là, en fait, il y a une forme qui se dessine. Je forme, en fait. Il y a quelque chose, ce rythme, il y a un cycle qui apparaît, il y a une note qui prend plus d'importance. Ça, c'est dans mes entretiens. Parce que justement, à force de faire, celle-là, ça m'intéresse, puis j'ai envie de travailler avec ça. Que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau du cycle, justement, qu'il y a un mouvement que, là, je vais y revenir, tu sais. Fait à partir de là, il y a quelque chose qui devient périodique. Hein, on commence à parler de rythme. Fait que je forme.
aller à la deuxième. Il y a quelque chose dans le son qui est un repère pour moi. Je sais que je suis dedans, car ce point-là est tellement clair pour moi. C'est la finalité du slide. Dans ce cas-ci, c'est un mouvement, mais aussi un son. Ma jambe gauche est mon repère. Il y a un plaisir dans le son, dans comment je suis organisé pour la suite. C'est de la fois un point zéro et une fin. Hein. On sent qu'il y a la question du cycle qui apparaît ici, mais on sent aussi qu'il y a un rapport à la gravité. Hein. On sent que, ah oui, ce point-là, je sais que quand je me dépose de cette manière-là, hein, mon repère il est atteint. Ensuite, je me concentre davantage sur la relation entre les sons tout juste entamés à venir. C'est ce fameux écho que j'identifie dans mon expérience comme le cycle qui se manifeste comme la résonance du son. Alors, ça, après tout le reste, ça revient à peu près au même. Hein. Le son il prend de plus en plus d'importance. Ça me met en mouvement, ça me déstabilise parce que comme je l'écoute, comme je disais tout à l'heure, ben, je me mets ailleurs. Ça m'ouvre d'autres portes et ça me met aussi en danger. Je phrase, qui est la prochaine activité. Une fois que tout ça est exploré, je tombe dans ce que j'appelle le phrasé. Ce cycle-là, il fait apparaître ou fait naître une chanson. Je commence à comprendre la chanson et à intégrer la chanson. Je répète le cycle qui est apparu. Je me chante la chanson. Je ne me la chante pas à proprement parler, mais elle est là. La chanson me sert de point de repère. Elle donne une unité de durée et crée mon cycle. C'est elle qui fait ma mesure ou mon cycle. Un peu comme une ritournelle, en fait, comme je dis, ça vient générer certaines dynamiques parce que la manière que je la phrase, il va y avoir une articulation dedans. Et moi, ça va me donner une deuxième porte d'entrée parce que j'ai mes repères qui sont de l'ordre de la sensation, mais j'ai mes repères qui sont de l'ordre de la représentation mentale, dont cette fameuse chanson-là. Hein, parce que ma ritournelle, elle va me dire, OK, ben là, t'es là ou t'es là, puis je peux augmenter le volume. Je peux dire, bon, ma chanson est à l'avant-plan, et j'embarque dans la chanson, je joue avec elle, ou je diminue le volume, puis là, je me laisse plus embarquer par les sensations, puis où est-ce que le corps est, où est-ce qu'il se place. Fait que je peux jouer avec ce gradient-là. Comme je dis, la chanson est disponible, elle continue de jouer, et le calcul se fait de soi. Si, mettons, on parle du cycle ou d'un calcul de mesure, dépendant. Je phrase la chanson, il y a déjà des dynamiques dans la chanson, ce que je disais. Et ensuite vient l'association, en fait. Je commence à associer. Ce que j'appelle le fameux trajet, en fait. Parce que toutes ces informations-là, ces repères qui se tissent, en fait, il faut que je les lie entre eux autres d'une certaine manière. Puis, à force de faire, en fait, comme je disais, il y a plusieurs tracés qui se dessinent. Ce tracé-là, moi, je le définis comme le tracé du poids, en fait, qui est relié à la fonction euphorique et des autres sensations qui viennent des différents facteurs qu'on a vus. Puis, ce trajet-là, en fait, il se dessine dans un espace dynamique. Hein? Je pense que c'est Geneviève qui disait tout à l'heure dans la conférence. C'est un espace que moi, je produis à travers ce trajet-là. Je viens dessiner un espace dynamique. Fait que ça m'ouvre des portes au niveau des choix dynamiques. Fait que plutôt que sélectionner un ou l'autre, ben là, je vais savoir que, intuitivement, j'ai envie de proposer cette dynamique-là plutôt que celle-là. Puis c'est ce qui va créer une espèce de cohérence pour moi. Puis tout ce trajet-là, en fait, va m'entraîner dans ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle plutôt la temporalité du sentir, en fait, qui est l'effet du rythme. Puis cet effet-là, je le ressens beaucoup par le système haptique, en fait, l'espèce de tactilité qu'on a, soit au niveau de la peau, soit au niveau du regard. C'est Gibson qui l'avait amené. Fait que souvent, ou plutôt dans certains cas, je vais amener mon regard, il va devenir un mouvement en soi, puis il va venir informer ma temporalité. Il va, mettons, dans certains carnets ou entretiens, je décris justement que le regard va m'amener à ralentir, en fait, mais juste pas ralentir nécessairement en tant que tel, mais me donner une sensation, un sentiment de ralentissement. Tout ça, c'est des effets, en fait, dans lesquels je peux m'amuser. Hein? J'explore ce trajet-là, je joue avec.
puis je peux me permettre des différentes variations. C'est justement cette dernière activité-là qui m'intéresse, en fait, c'est le jeu. Le jeu qui, pour moi, qui est une forme d'expérience, en fait, l'expérience optimale, si on va avec 6,5 Ali, si je me souviens bien, qui est justement une forme d'exploration, mais dans le plaisir, dans un certain flot. Alors, le défi n'est pas trop grand parce qu'il y a toujours une prise de risque. Le défi n'est pas trop grand, puis il y a un certain plaisir parce que justement, il y a un défi, mais il est relevable. Puis là, je tombe dans un flot. Je m'amuse à former, déformer ce que je propose, à détruire à la limite ce qui est proposé, mais tout ça dans le but de dire, OK, ça, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je peux conserver? Qu'est-ce que je peux laisser dans ce jeu-là? Et c'est ce qui motive justement dans ces explorations-là, ces improvisations. Alors voilà, c'est tout. C'est un travail en cours sur la ville, sur la mémoire, sur la liberté. Et en fait, il y a un défi pour moi, c'est plutôt que de parler, parce que j'aime beaucoup parler étant du Sud, je peux parler pendant des heures, je me berce au son même de la voix, mais le défi est de faire tout tenir dans une page, en fait tout y est. Donc je vous lis la page, et normalement on enchaîne avec c'est un film, hein, vous allez voir. Abribus, c'est le titre. Mémoire d'un temps de ville qui oublie son essence. C'est un rappel de sens qui se lève au matin dans l'attente d'un dévoilement clair. L'air qui nous réunit célèbre la permanence et nous rappelle notre fraternité. Avec nos sœurs les étoiles, nées du premier instant et du premier espace. Et pourtant, c'est la ville qui, étrangement, dans l'entremêlement de ces réseaux communicationnels, se souvient de l'amble de la marche des chevaux, diligences oubliées. Il me reste aujourd'hui, dans mon regard mémoire, qui pointe dans l'humus, que tendresse grimoire qui fixe dans l'humain le son d'une pégude sèche devenue